vu des événements, au vu des questionnements qui se passent un peu partout dans le monde, nous allons traiter une question de fond, une question importante, sur laquelle il faut évidemment se pencher si on veut retrouver des liens avec la réalité. C'est la question du retour d'Israël sur sa terre. Alors, c'est un retour, après 2000 ans, d'un peuple qui a été dispersé dans le monde entier, qui a gardé une certaine identité, même une identité certaine, et qui revient sur sa terre. Et ça, c'est un fait absolument inédit. Il n'y a pas de jurisprudence, ça ne s'est jamais fait dans l'histoire. Et donc, évidemment, il faut y réfléchir, il faut y penser. Évidemment que là, il y a tout un contexte politique, tout un contexte social, tout un contexte militaire, économique, etc. Mais on ne va pas parler de tout ça. On va parler de l'essentiel, du retour d'Israël en terre d'Israël. Alors ce retour, bien évidemment, il a besoin d'une justification, quelque part. Pourquoi ce retour? Et de quel droit, bien évidemment, puisqu'ici, le peuple juif était séparé de sa terre pendant 2000 ans. De quel droit? Alors, il y a trois aspects. Évidemment, il y a l'aspect biblique, religieux, qui est que c'est la terre promise, c'est la terre d'Israël. Un jour, Israël reviendra sur sa terre, c'est ce qui est écrit dans les prophètes, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Vous serez exilés aux quatre coins du monde et puis un jour vous reviendrez. Ok. Maintenant, c'est l'aspect religieux. C'est un aspect qui est difficilement acceptable pour la laïcité, pour le monde entier. Et particulièrement l'Occident. L'Occident, on ne connaît pas de pays qui base ses raisonnements sur des critères religieux. Très peu, peut-être un peu la Pologne, peut-être le Vatican évidemment, mais pour le reste, la notion religieuse, l'argument religieux, la terre promise, c'est quelque chose de faible. D'autant plus faible que l'islam peut venir avec le Coran et dire voilà, Mahomet est monté au ciel à partir de Jérusalem. Jérusalem, c'est la troisième ville sainte du monde arabe et voilà, nous sommes là et ça nous appartient. Donc on peut difficilement utiliser l'argument religieux, même si il est vrai également, mais ça n'est pas une argumentation. Deuxième argument, l'argument circonstanciel. L'argument circonstanciel, c'est que le peuple juif a été persécuté. Ça a duré longtemps. Il y a eu des persécutions tout au long de ces 2000 ans, et particulièrement dans le deuxième millénaire. Et puis, le point culminant, la Shoah. La moitié du peuple juif est décimée en masse. Alors, effectivement, le refuge, la terre de refuge. Alors ça, c'est l'argument qui a été très largement utilisé pour le retour d'Israël. Utilisé par les politiques, utilisé à l'ONU, utilisé par les politiciens juifs, par l'opinion internationale. La terre de refuge. Très bien. Maintenant, c'est un argument qui, même s'il est un petit peu plus accepté que le premier, en tout cas un peu plus laïque, lui aussi, il est difficilement défendable jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que, ok, tu te réfugies, mais pas au prix de réfugiés. C'est-à-dire que tu ne vas pas arriver sur une terre de refuge pour faire en sorte que, finalement, il y a d'autres gens qui sont chassés de cette terre par ta faute et qui deviennent des réfugiés. On ne peut pas être réfugié sur le compte des autres. Vous comprenez? Ça, c'est l'esprit qui est là et qui flotte quelque part depuis la création de l'État d'Israël. Alors, il reste quelque chose de peut-être un peu plus solide, c'est la notion de propriété. Pourquoi pas? Tous les Juifs disent c'est ma terre, c'est notre terre. Notre terre, ça veut dire c'est notre propriété. Cette terre appartient à notre peuple. Alors vous pouvez voir ici la carte d'Israël telle qu'elle était pendant 1200 ans et qui
était composé du royaume de Judée au sud, du royaume d'Israël au nord. Vous pouvez voir tout en bas à gauche, vous pouvez voir, à l'ouest, vous pouvez voir les Philistins. Les Philistins, donc, avec leur capitale Gaza, et qui étaient donc les voisins au sud-ouest d'Israël. Vous pouvez voir également Édom, ce que vous voyez un peu plus bas dans la carte, au sud, c'est Édom. Édom, c'est un royaume également, c'est un royaume qui a été fondé par certains membres de la famille d'Abraham, justement, par Ésaü, c'est les Édomites. Et puis, à l'est, vous avez Ammon et Moab, de l'autre côté du Jourdain. Ammon et Moab, ce sont les bases de la Jordanie. Donc vous voyez ici, plus ou moins, quelque chose que vous pouvez reconnaître et que l'on peut projeter, peut-être, en tout cas, sur le monde d'aujourd'hui, en tant que, voilà, comme base référentielle. Au nord, vous reconnaissez le Liban. À droite, vous reconnaissez une région qui va être à l'origine de la Syrie. Donc vous voyez qu'on n'est pas loin, et cette carte, elle a plus de 2000 ans. Elle a 2200 ans. Donc, ça, c'est l'état des choses, et c'est l'état d'Israël avant l'exil. Donc nous avons cette fameuse carte d'Israël, avec évidemment les témoignages historiques, etc., bibliques, historiques, qui viennent de tout azimut pour confirmer donc cette carte qui est de la fin de l'époque du Second Temple et du début de l'époque romaine. Maintenant, le fait de revenir sur cette terre, qu'est-ce qui se passe là, ici au milieu? Alors, il se passe au milieu que les Romains arrivent, ils conquièrent Israël, une guerre se produit, parce qu'au lieu d'accepter finalement le joug romain, une partie du peuple d'Israël se bat, se défend. Rome répond d'une manière forte, parce que Rome a l'habitude d'avoir des provinces, mais les provinces se soumettent. Israël ne s'est pas soumis. Il y a eu des guerres, les fameuses guerres des Juifs que vous pouvez voir dans le livre de Flavius Joseph et qui relate ces fameuses guerres. Du coup, Rome sévit, Rome détruit le Second Temple, Rome déporte une grande partie du peuple juif et change le nom d'Israël. Elle prend le nom du petit pays qui se trouve au sud-ouest d'Israël, le pays des Philistins. Rome, pour effacer donc le nom d'Israël, appelle cette région la Palestine. Donc, une appropriation, un changement d'étiquette, et le tour est joué. Et le peuple juif se retrouve un petit peu partout, dispersé dans le monde. Et le peuple juif, à un moment donné, veut revenir. Maintenant, il y a des gens qui sont ici. Mais le peuple juif dit, c'est ma terre. Alors, c'est un tout petit peu difficile à imaginer et à comprendre si on transpose ça dans d'autres cas. Par exemple, prenez un Indien d'Amérique. Ok, un Indien d'Amérique. Vous imaginez un Indien d'Amérique qui vient à Manhattan et qui dit « Je suis chez moi. Cette île appartenait à mon ancêtre. Elle appartenait à ma tribu. Dehors, tout le monde. » Ok, au prix du mètre carré, c'est une bonne affaire. Vous imaginez bien que voilà, un Indien à Manhattan, oui, il va regarder les buildings et puis il va repartir. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qui est envisageable comme ça au bout de 3 siècles, au bout d'une présence, au bout d'une... Il y a la notion d'invasion, il y a la notion de présence, il y a la notion de fait accompli, qui est extrêmement difficile à faire reculer. Alors, ok. Tout ça, c'est des choses, c'est pas très scientifique ce que je vous dis là. Parce que si on veut revenir à quelque chose de objectif et de réel, c'est-à-dire pas juste un sentiment que finalement les Indiens d'Amérique, parce que, etc., alors ils peuvent pas prétendre à Manhattan parce que c'est absurde. Non, il n'y a pas d'absurde dans l'histoire. Si on veut discuter, qu'on veut réfléchir, il n'y a pas d'absurde. Alors on va réfléchir quelle est la différence entre Israël et les Indiens d'Amérique. Et on va réfléchir sur la notion de propriété. Quand on dit ma terre, mon lieu. Qu'est-ce que ça veut dire mon lieu? C'est quoi mon lieu?
mon lieu, c'est un lieu que j'ai acquis ou que j'ai obtenu en donation, en héritage, etc. Et qui m'appartient et que je vais céder soit par la vente, si je veux, soit par une donation, si je veux, soit par héritage, si je meurs, soit par quelque chose, un quatrième phénomène qui s'appelle la renonciation. Je peux renoncer, je peux dire, ça y est, le temps a passé. Je n'ai plus de lien avec cette petite maison là-bas dans la Creuse, qui est à moitié en ruine et qui appartenait à l'arrière-grand-père. J'y renonce. On peut renoncer assez bien. Saint François d'Assise a renoncé assez bien. On peut renoncer assez bien. On peut renoncer par état de fait, on peut renoncer par désir, d'accord? Mais il y a cette notion qui s'appelle le renoncement, la renonciation, si vous préférez. Donc, si on renonce, alors on se détache d'une propriété. Donc, soit par la vente, la donation, l'héritage ou la renonciation. Ici, dans le cas d'Israël, il n'y a jamais eu de renonciation. Jamais. Évidemment qu'il n'y a pas eu de vente, il n'y a pas eu non plus d'héritage, il n'y a pas eu de donation. C'est une invasion, c'était une spoliation. Donc, reste la renonciation. As-tu renoncé comme les Indiens d'Amérique ont renoncé à Manhattan? Non. Non. Il n'y a jamais eu de renonciation. Dans toutes les prières du peuple juif, tous les jours, on prie pour le retour à Sion. Chaque année, à la fin de la fête de Pessah, à la fin de la première soirée de Pessah, c'est toujours l'an prochain à Jérusalem. Ces phrases, ces attitudes, cette volonté montrent qu'il n'y a pas de renonciation dans cette propriété d'Israël. Alors s'il n'y a pas de renonciation, il n'y a pas de perte de propriété. Si votre maison familiale a été occupée, manu militari, par des gens qu'on vous a mis dehors, qu'on vous a expulsé par la force, et non pas par une quelconque volonté de votre part, ça s'appelle du vol, ça s'appelle de la spoliation. Et même si votre maison, cette maison familiale, est revendue 1000 fois, ces ventes sont nulles et non avenues. Ça veut dire que il y a un voleur, il y a un spoliateur, j'acquiers d'un voleur ou d'un spoliateur, cette acquisition est nulle et non avenue parce que je n'acquiers pas d'un propriétaire. Quelqu'un vous vole votre montre, il va la vendre sur le marché noir, cette montre reste votre montre. Parce que la pauvre personne qui a acheté au voleur, eh bien, elle l'a acheté à quelqu'un à qui ça n'appartenait pas. Et donc cette vente n'a pas de sens, elle est nulle et non avenue. Donc même à 1000 générations, à 1000 personnes qui auraient racheté cette maison, vous êtes en droit de reprendre votre maison familiale. Elle vous appartient, elle est à vous. Ici, Israël est considéré donc comme la maison familiale du peuple juif. Maintenant, quand Israël revient, pour les raisons dont on a parlé plus haut, qui sont des raisons de non-renonciation, de désir de revenir, qui a toujours été là, il a juste fallu quelque part le switch, le terrible aiguillon de la Shoah, pour faire en sorte que les gens se disent « ça y est, maintenant ». Ça y est, on exige. Et cet aiguillon également a fait que les peuples disent « ok, ok ». Maintenant, il y a déjà des gens chez vous. Bah oui, dans la maison, il y a du monde. Bah oui, 2000 ans, vous imaginez? Il y a du monde. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens? Alors très bien, on va leur donner une partie de la maison, c'est-à-dire, ils vont vivre dans une partie de la maison, vous dans une autre. Ok, vous aurez l'accès à la mer, voilà, vous aurez le salon, vous aurez, vous aurez, puis eux, ils auront une autre partie à l'est. Tout ira bien, n'est-ce pas? Parfait. Bah oui, tout va bien. Bon, il y a des petites guéguerres, bon, ok, tout va bien. Tout va bien jusqu'en 1967. 1967, les voisins, enfin, les colocataires, pas propriétaires, parce que c'est une entente, puisque finalement c'est ma maison familiale.
cette entente est rompue. Tout à coup, la Syrie, la Jordanie, l'Égypte, 150 millions de personnes attaquent Israël. Le but, c'est dehors. Dehors, tu quittes la maison. Pourquoi? C'est chez moi, tu as bien vu, j'étais là bien avant, etc., etc. Et moi, mais c'est ma maison familiale, c'est mon home. Israël est attaqué. 6 jours de guerre, un miracle, un vrai miracle, du point de vue, à tout point de vue, du point de vue militaire, du point de vue de la logistique, du point de vue, à tout point de vue, du point de vue du moral, tout point de vue. Un miracle. Alors, bien on reprend la maison, on reprend toute la maison. Ok, tu m'attaques, tu veux me sortir de partout. Alors moi, cette cohabitation, cette colocation, cohabitation, on va dire, c'est quelque chose que... Non. Alors je reprends la maison. Tu continues, toi, à vivre à la maison, mais c'est sous, quelque part, mon égide. Ça veut dire que tu ne peux plus, aujourd'hui, être armé, venir contre moi, essayer de me chasser. Je reprends le reste de ma maison. Et c'est ce qui s'est passé. Israël a repris la Judée-Samarie, c'est-à-dire qu'on est revenu quelque part à l'Israël que vous avez vu tout à l'heure sur la carte. Parfait. Maintenant, des Arabes continuent à y vivre. Des populations arabes qui sont là, qui continuent à y vivre. Parfait. Des armées, parfait. Tout va bien, on espère. Et puis petit à petit commence les systèmes, un certain nombre d'années ça a duré. Et puis commence l'intifada, commence, bon je parle même pas de la guerre de Kippour parce que c'est une guerre externe, mais commence la guerre interne, l'intifada, 1987, ça commence, et puis ça commence la rébellion contre ces Israéliens qui finalement sont là, et vous faites qu'ils ne sont pas chez eux. Effectivement, dans ces pièces, dans cette partie de la maison, la majorité est arabe, et grand bien leur fasse, et grand bien nous fasse, parce que nous avons des cultures différentes, on a chacun le droit de vivre nos cultures dans nos quartiers, avec notre modus vivendi. On n'est pas un melting pot, d'accord? Ça n'est pas l'Amérique, on n'est pas dans un melting pot qui va obliger l'autre à accepter les valeurs du plus fort. Mais non, commence donc un système ici où à nouveau on commence à s'agiter dans cette partie de la maison. On commence à s'agiter, on envoie des pierres, on envoie des attentats, des attentats suicides, etc., etc. Et puis Israël, à nouveau, se retrouve dans une situation où il faut faire quelque chose. Alors un gouvernement se met en place, les accords d'Oslo, une partie de la maison est complètement accordée à Gaza, les anciens Philistins, est accordée à Gaza à des populations arabes. Elles ont leur autonomie, leur parlement, leur économie. Ok? What can we do? Est-ce qu'on peut faire plus que ça? Et puis, ça fait partie de la terre d'Israël, donc je me balade, je peux créer moi il peut y avoir des Arabes qui peuvent venir vivre en Israël, il peut y avoir des Juifs qui peuvent vivre de l'autre côté, dans l'autre partie de la maison, en Judée et Samarie. So what? Alors ici, on est dans une situation où là, on arrive à un point d'orgue et on y vient tout de suite. Alors tout à coup, de cette pièce à laquelle on a qui on a donné une autonomie, avec un accord international, Gaza, eh bien on sort, et ces gens dévalent, ils rentrent dans le salon, ils prennent votre fille, ils la violent, ils la coupent en morceaux, ils brûlent vos bébés, le 7 octobre. Que se passe-t-il ici? À nouveau, l'accord a été rompu. À nouveau, le modus vivendi a été bafoué, n'a pas été respecté. Et le mot d'ordre, c'est « vous êtes chez moi ». La Palestine doit être libre. D'accord? Palestine libre. Donc on reprend l'ancien nom romain qui a été collé à Israël pour effacer son nom, pour dire « attention, ça s'appelle la Palestine, même là où vous êtes ». Non,
Ça passe, ça s'appelle pas la Palestine. Je ne sais pas comment les Romains ont dit ça, je ne parle pas le latin, mais les Romains ont dit non, ça, moi j'appelle ça la Palestine. D'accord, je peux très bien aller en Iran et appeler ça l'Ouganda, il n'y a pas de problème. D'accord, il n'y a pas de problème. Ça ne devient pas pour autant l'Ouganda. Israël est resté Israël, et la Palestine, c'est la terre des Palestiniens des Philistins autour de Gaza. Donc aujourd'hui, à partir du 7 octobre, les choses ont changé. Les choses ont changé, la donne a changé, et bien évidemment, on ne peut pas laisser briser ce modus vivendi, on ne peut pas accepter qu'on rentre dans votre salon et qu'on prenne votre fille en otage, qu'on fait tout ce qu'on a pu faire, vos enfants, qu'on tue des jeunes qui sont simplement en train d'écouter de la musique, ok? Non, ça on n'accepte pas. On n'accepte pas. Alors quelle solution? Alors bien évidemment, l'action à court terme, elle est presque obligatoire. C'est pas une solution. C'est simplement un pis-aller. C'est de neutraliser ceux qui dans ce lieu ont provoqué, ceux qui ont fait, ceux qui ont perpétré ces crimes contre le reste, contre Israël, ceux qui ont perpétré ces crimes. Alors il faut les attraper, il faut les neutraliser pour commencer un début de possibilité de discussion, pour qu'au moins la maison ne soit pas en danger, pour au moins que la maison ne soit pas en feu, parce qu'en plus il y a les missiles. Alors, ok, bon, c'est cette situation. Alors il faut aller dans les pièces là-haut, les pièces qui sont indépendantes, et puis essayer d'attraper ces gens-là, et puis ils se cachent derrière les gentilles personnes, ils se cachent derrière les enfants, ils se cachent derrière les femmes. Alors dans cette action, dans ce combat de guérilla, alors bien évidemment, il y a des gens, il y a des victimes qui n'ont rien à voir, rien de spécial à voir, hein. Surtout les gens on peut dire que les gens qui ont 17, 18 ans ont été formatés par le Hamas. Alors, est-ce qu'ils ont une responsabilité? On n'en sait rien. Ceux qui ont 50, 60 ans, ils étaient peut-être mieux avec le Fatah, et puis ils ont peut-être envie un peu de paix à leur âge. Donc, il y a beaucoup de monde là qui tombe, finalement, pour ces gens-là. Et le monde entier qui dit, mais regardez, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont pénétrés dans les pièces, ils sont en train de tout saccager pour trouver ces gens-là, etc., etc. C'est la situation aujourd'hui. Il faut qu'il y ait la paix, il faut que ces gens-là, qui sont fauteurs de troubles et qui se cachent derrière un nationalisme qui n'a absolument aucun fondement, parce que ça n'est pas ici le nationalisme qui pouvait être chez les Palestiniens d'avant. Ici, c'est un nationalisme qui est basé déjà sur un État qu'ils possèdent. Gaza est absolument indépendant. Et qui est basé non plus sur un désir de liberté, puisqu'ils l'ont, mais sur un désir d'étendre l'islam, d'étendre une certaine foi, de chasser l'Occident de cette région et de faire en sorte que tout ce lieu soit un lieu islamisé. Encore une fois, je ne parle pas d'islam, je parle d'islamisme. On prend les religions et on les instrumentalise. On a fait ça avec le christianisme, on a fait ça en Chine à certaines époques, on a fait ça en Inde avec l'hindouisme contre l'islam, on a fait ça, ok, on instrumentalise. On instrumentalise les gens, on les manipule à travers leurs croyances. Et c'est ce qui se passe. Et c'est une guerre qui n'est pas une guerre nationale, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est une guerre de mentalité, c'est une guerre idéologique à laquelle d'ailleurs se joignent d'autres gens par pure idéologie et pas par nationalisme. Je parle des frères musulmans, de ISIS, de l'Iran, d'accord? Tout ça, c'est pas par nationalisme, mais par idéologie. Alors maintenant, imaginons que la guerre est finie. Qu'on se retrouve finalement avec des gens qui veulent vivre leur vie, faire des études, avoir des enfants, voyager, étudier, faire comme tout le monde, vivre. Et que, avec ces gens, on va dire, écoutez, on va essayer de vivre ensemble, on va essayer de trouver une solution.
Alors il y a 3 solutions possibles qui sont sur le terrain, qui sont proposées. Et je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà la première, c'est la solution à 2 États. La solution à 2 États, c'est une solution où il y a l'État d'Israël, et puis, tout autour, à l'Est, il y a un État palestinien. Parfait. Je ne sais pas s'il ne prendrait pas un autre nom d'ailleurs, parce que ce nom de Palestine, c'est les Philistins qui sont au sud-ouest. Mais bon. Alors cette solution-là, c'est une solution qui n'est pas viable. Alors ce n'est pas moi qui le dis, c'est le testament d'Henry Kissinger. Vous connaissez Henry Kissinger? Henry Kissinger, peut-être les générations le connaissent moins, mais en tout cas ceux de la mienne le connaissent comme l'un des plus grands diplomates de la deuxième moitié du XXe siècle, un monsieur qui a participé à toutes les pourparlers, et particulièrement les pourparlers au Moyen-Orient, avec Golda Meir, avec toute cette grande époque avec Sadat, etc., etc., c'était Henry Kissinger. Henry Kissinger est mort il y a quelques semaines, à l'âge de 100 ans, et son testament était que la solution à 2 États n'est pas viable. Ok? Je pense que si il avait eu des doutes, il n'aurait pas écrit ça dans son testament. Apparemment, son testament, en tout cas diplomatique, qu'il a donné dans la dernière interview de sa vie, son message, c'est que la solution à 2 États n'est pas viable. Pourquoi elle n'est pas viable? Explique-t-il. Parce qu'on a fait l'expérience avec Gaza et ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que des gens ont pris le pouvoir à Gaza en 2007 et puis ils ne l'ont plus lâché depuis 2007. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'élection depuis 2007. Il y a ici un groupe terroriste qui se cache derrière des notions nationales et qui veut tout simplement détruire Israël. Donc la situation n'est pas viable. Maintenant, si vous regardez la carte, on comprend un petit peu mieux ce que dit Henry Kissinger. Vous regardez la carte. Vous voyez la carte d'Israël. La carte d'Israël, dans sa largeur maximale, elle fait 110 km. Dans sa largeur minimale, c'est une petite bande de 20 km. Est-ce que vous voyez ce lieu où Israël devient extrêmement étroite? Extrêmement étroite. Là, on se trouve tout près des villes de Tel Aviv, Ramat Gan, un peu plus haut, Netanya. C'est le cœur de la population d'Israël. C'est là que se trouve la plus grande masse populaire d'Israël. Vous imaginez un petit peu que la Palestine devienne indépendante, ça devient un État, et puis qu'un jour vienne un groupement manipulé par l'Iran ou par une quelconque force, comme ça existe également au Liban, le Hezbollah, comme ça existait à Gaza, comme vous l'avez vu, un mouvement, une armée, une milice qui est là et qui est animée par des forces extérieures et qui vient pour attaquer Tel Aviv. On est maintenant à 20 km. On fait quoi? On fait quoi? Ils peuvent débarquer jour et nuit. On fait quoi? Jérusalem coupée en 2. Parce que, évidemment, que dans le deal, les Palestiniens veulent Jérusalem en 2. Jérusalem coupée en 2, c'est le mur de Berlin. Le mur de Berlin. Vous savez qu'un petit mur face à des obus, ça ne fait pas le poids. De l'autre côté, vous ne pouvez pas contrôler, comme on ne pouvait pas contrôler Gaza. C'est un pays souverain. C'est un pays souverain, ok, il y a une milice qui est venue, mais elle est peut-être venue légalement, comme est venu le Hamas. Il y a eu des élections en 2007. Ils ne sont pas venus faire un putsch. Il y a eu des élections en bonne et due forme. Je ne sais pas si elles étaient d'une honnêteté absolue, je n'en sais rien, je n'étais pas là. Mais des élections qui ont été reconnues, estampillées. Il y aurait des élections également. Et là-bas aussi, un groupe, une armée qui viendrait et qui balancerait, qui enverrait des obus en permanence. Et là, maintenant, on est à 20 km. On est à 20 km. Alors, vous comprenez ici que ça n'est pas viable. C'est pas possible de vivre dans une situation pareille. C'est pas possible de vivre avec une telle épée de Damoclès sur la tête. Ça veut dire qu'il y aurait une guerre permanente. Et il y aurait, pour avoir la paix, à nouveau rentrer en Palestine, à nouveau annihiler ces groupements, à nouveau avoir toutes les nations du monde vous dire mais qu'est-ce que vous faites à ces pauvres Palestiniens? Mais
Israël dit, mais non, on leur a demandé de partir, on veut juste attraper cette milice, on veut attraper ces gens. Mais regardez ce que vous faites, des enfants qui... Ok, on va continuer comme ça. Bien évidemment, ça n'est pas possible. Et ça, c'est le sens, on comprend là le sens juste en regardant la carte avec ces 20 petits kilomètres là, cette petite zone là, où vous voyez combien on serait près des régions vitales d'Israël, combien la vie serait invivable. Alors ça, la première solution, elle n'est pas viable. Alors, le monde entier, 2 États, c'est très facile de dire 2 États quand on est tranquille sur son fauteuil et qu'on est en Amérique ou qu'on est en France, ou que c'est pas l'Allemagne qui va vous attaquer, ni l'Italie, on est bien d'accord, ni l'Angleterre. Alors, mais là, vous imaginez? Alors, il y a d'autres solutions. La deuxième solution, c'est une solution un peu à l'américaine, comme ça, une fédération. C'est-à-dire que, voilà, un gouvernement fédéral, juif, israélien, très bien, parce que ici, tout l'enjeu, c'est la sécurité d'Israël, parce que Israël n'a jamais attaqué les Palestiniens, n'a jamais envoyé d'obus sur les Palestiniens avant que les Palestiniens nous attaquent. Donc ici, question de paix ici, c'est de protéger ceux qui veulent la paix. Alors, l'État d'Israël, la fameuse propriété à laquelle nous n'avons jamais renoncé, ce lieu que nous gérons, en fédération avec des régions qui seraient semi-autonomes, où vivraient des populations arabes et qui se développent et qui vivent en paix dans un système fédératif un peu sur le modèle américain. Ok, le Texas vit très bien à côté de l'Arizona, à côté de le Maine, New York, le Wisconsin, etc. Tout le monde vit tranquillement ensemble. Ça, c'est un système fédératif. Ok, possible. Avec, évidemment, un libre mouvement des populations. Ça veut dire que si, voilà, du côté Est, dans un endroit, dans un des États, on veut s'installer dans un autre État, on est libre, comme on bouge de l'Oregon au Wisconsin, ou peu importe, à l'américaine. Alors, ok, ça c'est possible. Donc on ne vient pas dire, vous êtes des colons, vous êtes... Ok, une fédération. Troisième modèle, c'est vivre ensemble. C'est-à-dire des villes juives, des villes arabes, avec leur gouverneur, avec une semi-autonomie, avec une armée unique pour Israël, une police unique qui soit là pour faire régner l'ordre. On peut avoir des polices régionales, hein. S'il y a un gouverneur dans une ville, dans une région, ça peut se faire. Et puis, vivre ensemble. 2 cultures différentes qui vivent ensemble. Ça s'est fait dans l'Antiquité. Il y avait des villes cananéennes en Phénicie, il y avait des villes, grecques en France, il y a toujours... C'est quelque chose qui est absolument possible, sans obliger ni l'un ni l'autre à se plier à la culture de l'autre. Parce que ça, c'est très important. Ici, nous sommes face à 2 cultures qui sont extrêmement fortes. Alors, la culture juive, la culture islamique. Et si vous ne prenez pas ça du point de vue religieux, le monde occidental, l'Orient. 2 mondes différents qui sont appelés et qui peuvent vivre ensemble. Le peuple juif a longtemps vécu avec l'Orient. Une grande partie du peuple juif a vécu en Afrique du Nord, D'accord ? Donc il y a une expérience ici de vie commune. Et puis, si on se demande si c'est viable, alors on va juste réfléchir 2 secondes à ce qu'est Israël aujourd'hui. Israël aujourd'hui, c'est 9,5 millions de personnes. Parmi ces personnes, il y a quand même 2 millions d'Arabes israéliens. Et on vit ensemble. Toutes ces histoires qu'on entend d'apartheid, de ces non-sens, d'accord ? Parce que s'il y a un état d'apartheid, alors comment voulez-vous que un des directeurs de la Banque d'Israël soit arabe ? Comment voulez-vous que le chef de la section cardiologie de l'hôpital ici, près d'ici, à Shaare Zedek, soit musulman ? Moi-même, j'ai été la semaine dernière au service d'immigration de Jérusalem, le service qui reçoit les nouveaux immigrants. On m'a demandé d'aller voir le chef de service, monsieur Ahmed Djebir, un monsieur très compétent, musulman, arabe, qui dirige le service d'immigration des Juifs à Jérusalem.
Ça vous embouche un coin avec toutes ces histoires d'apartheid, etc. Il n'y a pas d'apartheid. Des Juifs vivent avec les populations arabes parfaitement bien. Les Arabes israéliens représentent 20% des étudiants à l'université Mont Scopus à Jérusalem. Ça se passe très bien. Excellents médecins, une tradition médicale formidable dans le monde arabe, des choses qui se passent au niveau des mathématiques, au niveau de tout cela, il y a toute une collaboration qui se fait, et donc c'est tout à fait possible, puisqu'il y a 2 millions d'Arabes qui vivent avec des Juifs depuis un petit bout de temps. Alors j'espère que cette vidéo vous a fait réfléchir. Vous avez compris que ma solution favorite, c'était la dernière. Vous avez compris que je me range à l'avis d'un monsieur comme Henry Kissinger, qui est un spécialiste, et que, effectivement, la solution à 2 États, c'est impossible, vu la carte, et vu les manipulations qui sont faites d'une manière internationale autour d'Israël. Ce conflit n'aurait jamais eu lieu sans les financements de l'Iran, sans les financements du Qatar, sans les actions internationales qui font qu'ici, Israël devient quelque part le bouc émissaire, devient quelque part encore une fois, le juif bouc émissaire, le représentant d'un Occident, en tout cas d'un monde qui n'est pas arabe, qui n'est pas musulman, et contre lequel on se bat. Alors l'Iran ne se battra pas contre l'Amérique, c'est beaucoup trop grand, mais elle se battra contre l'ami de l'Amérique. Si on veut attaquer quelqu'un qui est beaucoup trop fort pour vous, alors on attaque son copain, un peu plus petit. Hein? Et comme ça on se montre fort, comme ça on se montre leader, et ce combat pour le leadership dans le monde arabe, c'est quelque chose qui est fondamental. Nous en parlerons dans une prochaine vidéo, parce que c'est une des grandes raisons ici du désordre et des guerres qui se trouvent en Israël, et dans lesquelles aussi bien des Juifs que des Palestiniens de bonne volonté sont des victimes tous les jours.